Voici quelques faits divers réels qui se sont peut-être produits près de chez vous. Alors, maintenant, quand vous vous baladerez en centre-ville, ou en montagne, ou dans un parc d'attractions, ou encore quand vous prendrez le train, vous ne regarderez peut-être plus votre voisin de la même manière. Je vais vous raconter l'histoire vraie du dépeceur de Tarascon. Les policiers de Tarascon découvrent dans une maison du centre-ville le corps d'un adolescent de 13 ans. Cette histoire date du 18 juillet 2021. Et croyez-moi, elle fait froid dans le dos. Le dépeceur de Tarascon. Il conservait les restes de sa victime dans sa salle de bain. Ce fou furieux de 32 ans terrorisait le voisinage. Dimanche 18 juillet, Jérémy et son copain Yanis traînaient leur ennui dans la chaleur accablante du centre-ville de Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône. Un grand brun d'une trentaine d'années les accoste. « Hé les gars, ça vous dit de vous faire un petit billet ? Je vous file 8 € de l'heure pour faire le ménage chez moi. » Jérémy le connaît de vue. C'est Arthur André, un gars du quartier, genre cas social. Mais quand on a 17 ans, comme Jérémy et son pote, on ne crache pas sur un peu d'argent facilement gagné. Quelques minutes plus tard, les deux copains se retrouvent devant chez Arthur, au 41 rue Lubière, une maison de 3 étages coincée entre 2 immeubles. En rentrant, ils découvrent un intérieur sinistre. Le sol colle aux pieds, mais après tout, c'est bien parce que c'est sale qu'on leur a demandé de venir. Sans perdre de temps, ils commencent à s'activer, avec le balai et la serpillière, quand une jeune femme les rejoint, elle aussi recrutée dans la rue, pour récurer le taudis. Le maître des lieux, lui, décide de s'isoler dans la cuisine, où il s'absorbe dans le montage d'une tronçonneuse flambant neuve. Après une demi-heure d'effort, sa serpillière noire de crasse, Jérémy monte à l'étage pour s'attaquer à la salle de bain. La pièce éclairée par une simple bougie est particulièrement glauque. Mais surtout, il y a dans l'air une odeur âcre. Et dans la baignoire à moitié remplie, une bâche noire couverte de mouches. Jérémy comprend tout de suite, c'est un cadavre qui baigne là-dedans. Le cœur du jeune homme s'emballe. Maintenant, s'il veut se tirer de ce bourbier, il va falloir la jouer finement. Les habitants de la rue Lubière savent depuis longtemps qu'Arthur André va mal. Quand ils en parlent, c'est pour évoquer ses hurlements nocturnes à glacer le sang. Parfois, le vacarme s'accompagne de bruits sourds et de bris de verre, et quand ils croisent l'hurluberlu, ils n'en croient généralement pas leurs yeux. Un coup, le malade descend de sa fenêtre le long d'un drap noué, comme s'ils évadaient de prison. Un autre, il arpente la rue, une hache à la main, le visage figé dans un rictus mauvais. Cet Arthur est terrifiant et semble capable de tout. Sa chienne Labrador en sait quelque chose. Pour un oui ou pour un non, la pauvre bête ramasse des coups de bâton fulgurants. Et lorsqu'on ne la voit plus, tout le monde s'interroge. A-t-il fini par la lancer dans le Rhône ? Durant une trop courte parenthèse, les habitants de la rue ont pu souffler. C'était en 2020. Arthur était alors en prison pour violence. Mais début 2021, mauvaise nouvelle, on le libère. À peine rentré, l'énergumène défonce à coups de marteau la porte d'un immeuble voisin. Puis, il incendie un bâtiment. Tout le monde sait que c'est lui. Mais faute de preuves, la police le laisse libre. Et dans la nuit du 9 au 10 juillet dernier, c'est l'escalade. Sur une pulsion subite, Arthur apparaît à sa fenêtre et commence à balancer des cocktails Molotov dans la rue. Cette fois, les flics l'embarquent et l'emmènent là où tout le monde voudrait le voir rester. L'hôpital psychiatrique. Mais non, 5 petits jours plus tard, un expert décrète qu'il n'est pas si dangereux et le renvoie chez lui. C'est là que le dément recrute Jérémy et son pote pour ce fameux coup de ménage. Faute d'habiter la rue Lubière, les deux copains ne savent pas du tout quel personnage il est. Et lorsque Jérémy attaque le nettoyage de la salle de bain, il est trop tard. Le voilà désormais seul devant la baignoire du psychopathe, face à cette bâche noire qu'il n'ose pas soulever. L'adolescent
tente de contenir le frisson qui lui remonte la colonne vertébrale. Toujours occupé à bricoler sa tronçonneuse dans la cuisine, Arthur André ne l'a pas vu monter à l'étage. Il ne sait pas encore que son petit secret est découvert. Alors, Jérémie choisit la seule option qui lui semble jouable. Faire comme si de rien n'était, et surtout comme s'il n'avait rien vu. Le jeune homme referme en silence la porte de la salle de bain, redescend l'escalier à pas de loup et reprend son ménage au rez-de-chaussée, l'air de rien. Surtout, ne rien laisser paraître, ne pas crier, ne pas courir. Plusieurs vies sont en jeu, la sienne bien sûr, celle de son copain, Yanis, mais aussi celle de la jeune femme, venue leur prêter main forte. Mais Jérémie a beau s'efforcer de paraître naturel, son teint blafard trahit sa panique intérieure. Sorti de la cuisine, Arthur André le remarque, s'approche et se penche à son oreille. « Tu ne parles à personne de ce que tu as vu, hein? Sinon, toi et ton pote, vous y passerez. »« Oui, t'inquiète pas, ce ne sont pas mes affaires. » bredouille l'ado. Rassuré, André retourne bricoler sa scie à chaîne, un engin avec lequel, vraisemblablement, il n'a pas l'intention de couper du bois. À quelques mètres, le grand ménage continue. Jérémie hésite à s'enfuir, à prévenir son copain Yanis. Mais s'ils se tirent tous les deux, qu'arrivera-t-il à cette jeune femme? À 20h, enfin, le rez-de-chaussée est nettoyé. C'est l'heure de ranger balais, brosses et chiffons. Et surtout, de se barrer au plus vite. Mais Arthur André ne l'entend pas comme ça. « Hé les gars, vous pouvez aller m'acheter des bières ?» demanda-t-il aux deux ados. Jérémie jette un coup d'œil furtif à la femme de ménage restée au salon. « Si on ne revient pas, il va la tuer, » pense-t-il. Alors, tout en laissant Yanis rentrer chez lui, inconscient du danger, le courageux jeune homme choisit d'assumer seul la mission bière et retourne se jeter dans la gueule du loup. Entre-temps, heureuse surprise, la fille a quitté les lieux. Jérémie se retrouve seul face à Arthur, qui l'invite à partager une canette. Tout en décapsulant sa bouteille, le psychopathe s'explique nonchalamment. « J'ai eu un problème avec quelqu'un, alors je l'ai découpé. C'est mon métier, je suis nettoyeur. Tu sais ce que c'est? Un nettoyeur? C'est quelqu'un qui fait disparaître les cadavres. » Puis, l'effrayant personnage tend un long couteau de cuisine à son jeune invité. « Tu vois, je te fais confiance. » Jérémie fait tout pour paraître détaché, comme s'il parlait de football ou de musique. Et puisque l'heure est à la détente, il regarde sa montre et tente un coup. « Il faut que je parte, » dit-il. « Mon père m'attend à la maison, il veut que je lui ramène une bière. » Arthur André le laisse partir. Il est 21h. Arrivé à l'angle de la rue, Jérémie s'élance et court de toutes ses forces jusqu'à chez lui, où il appelle immédiatement la police. La nuit est tombée lorsqu'une patrouille se gare devant le 41, rue Lubière. La porte d'entrée de la vieille baraque est entr'ouverte, à moitié défoncée. Du hard rock brutal s'échappe des fenêtres, volume au max. Les policiers lèvent les yeux. Arthur André sur le toit. Il prend la fuite. 2 agents le suivent au sol pour tenter de l'intercepter. 2 autres, un homme et une femme, pénètrent dans la maison. À peine le seuil franchi, ils se retrouvent dans le noir. Les guitares dissonantes et les hurlements de la musique les plongent dans une ambiance satanique. Ce n'est pas une maison, c'est l'antre du diable. Après quelques minutes de recherche, l'un d'eux trouve enfin la chénifie et l'éteint. Le silence revient seulement troublé par les craquements lugubres de la demeure. À la lueur de la lampe torche, les agents montent prudemment l'escalier aux marches maculées de traînées sombres. À l'étage, dans un bureau, un mur entier est constellé de taches rougeâtres. Dans la pièce voisine, c'est de la suie qui couvre les parois. Arthur André y a dessiné avec les doigts des figurines hideuses, sortes de poupées vaudou à la bouche cousue. En dessous, on déchiffre le mot « kill », tuer, en lettres capitales. Les policiers arrivent devant la fameuse salle de bain, éclairée à la bougie vacillante. Jérémie ne leur a pas menti. Dans la baignoire,
La bâche noire est toujours là. Il la soulève et manque de vomir dans l'instant. Le corps sans tête d'un jeune homme gît dans la cuve d'émail. Il lui manque un bras et un mollet qui sera retrouvé posé sur un livre dans une chambre. Sur le torse de sa victime, le psychopathe a creusé une grande croix chrétienne au couteau. Quant à la tête du malheureux, elle baigne seule au fond d'un seau posé sous l'évier. C'en est trop. La policière ressort précipitamment rendre son dîner dans le couloir. Puis, elle appelle des renforts. Quelques minutes plus tard, la ville de Tarascon est complètement bouclée. À 3 heures du matin, Arthur André surgit du néant et tente de forcer un barrage. Il est abattu sur le champ. Le supplicié de la baignoire a depuis été identifié. Robin Balanic avait 13 ans. C'était un minot, au parcours cabossé, qui habitait chez sa mère dans cette même rue Lubière. Le jeune garçon avait disparu la veille au soir. Comment s'était-il retrouvé dans les griffes du monstre? Impossible à dire. D'après l'autopsie, il serait mort de plusieurs coups d'un objet contondant, probablement un marteau, au crâne et au thorax. Son corps a ensuite été mutilé avec acharnement et sa tête tranchée d'un unique coup de hache. Précis, presque professionnel. De quoi s'interroger. Arthur André s'était-il déjà entraîné à ce genre de décapitation? Et sur qui? Sur sa chienne? Sur d'autres victimes humaines? L'extravagante quantité de sang retrouvée chez lui pourrait en tout cas le suggérer. Des analyses sont en cours, et déjà, dans les rues du vieux Tarascon, on rappelle qu'en mars dernier, une femme de 50 ans a mystérieusement disparu. Une femme qui, coïncidence, faisait des ménages chez Arthur André. Le dépeceur de Tarascon n'a peut-être pas fini d'hanter la ville. Voici l'histoire de Jade, une jeune architecte d'intérieur à qui tout réussit. Après avoir découvert le petit secret de son beau-père, elle perd la tête et devient une meurtrière. Le plan macabre de la belle architecte. Cette fois, c'est une vengeance qu'elle échafaude. Jade, 36 ans, elle venait de découvrir un secret qui l'a rendue folle. Son destin était scellé. Solana Beach, États-Unis. En cette fin décembre 2020, Jade Jenks gare sa Toyota devant le numéro 100 de l'avenue Nardo, à Solana Beach, en Californie. À 36 ans, cette architecte d'intérieur a un planning bien rempli, mais elle trouve quand même le temps de passer une fois par semaine s'occuper de la villa de son beau-père, Thomas, dont elle a toujours été proche. Le pauvre est hospitalisé suite à une mauvaise chute, mais il doit sortir d'ici quelques jours. Jade, qui jusque-là se contentait d'aérer et d'arroser les plantes, s'est résolue cette fois à faire le ménage plus profondément. Elle s'attaque notamment à une pièce qu'elle négligeait jusque-là, le bureau. Une décision apparemment anodine, mais qui va avoir de dramatiques conséquences. Alors qu'elle passe un coup de lingette sur la table de travail, la jeune femme heurte de la main la souris de l'ordinateur. L'appareil qui était en veille s'allume et une photo suggestive, inattendue, apparaît en guise de fond d'écran. Une magnifique paire de seins. Jade se décompose. Non pas qu'elle soit choquée. Son beau-père a 64 ans, ses choix ne regardent que lui. Le problème, c'est que cette poitrine ronde et ferme, elle la reconnaît très bien, puisque c'est la sienne. Dans sa tête, c'est une déflagration. 25 ans d'illusion volent en éclats. Jade avait 11 ans quand sa mère a épousé Thomas Merriman, qui tout naturellement a pris la place d'un père qu'elle n'a jamais connu. L'homme est aussi propriétaire d'une jardinerie, la ferme aux papillons, où il vend des plantes, des fleurs et bien sûr des papillons. Ces insectes le passionnent, il peut en parler pendant des heures. Une jolie relation se noue entre la fille et lui. Mais au lieu de s'en réjouir, la maman de Jade voit cette complicité d'un très mauvais œil. Jalousie, paranoïa. Cette femme, psychologiquement fragile, se met à imaginer les pires horreurs. Pas un jour sans cri, sans reproche. Jeanne a 19 ans quand sa mère pique une crise terrible en la voyant discuter dans le garage avec son beau-père. La scène de trop. Thomas demande le divorce et part vivre
à Solana Beach dans son petit pavillon de l'avenue Nardot. Jade, elle, se réfugie dans les études. Élève brillante, elle devient architecte d'intérieur et lance sa propre entreprise de design, Jade Jenks Interiors. Pendant toutes ces années d'efforts et d'apprentissage, Thomas se montre formidable avec elle, attentif, présent, bienveillant. Elle éprouve beaucoup d'affection pour lui, même s'il boit plus que de raison, au point parfois de tomber et de finir à l'hôpital. Mais à présent, avec la photo de sa poitrine qu'elle découvre sur l'écran de l'ordinateur, c'est le choc, le dégoût, l'incrédulité. Où a-t-il trouvé cette image ? Jade fouille le contenu de son ordinateur et tombe sur un dossier entier de photos où elle apparaît nue. Le vieux cochon les a classées par thème, seins, fesses. La jeune femme blêmit. Elle sait d'où sortent ces clichés. Elle avait 16 ans et c'est son petit ami de l'époque qui les a prises. Thomas a dû récupérer les cartes mémoire de son vieil appareil photo et les télécharger sur son ordinateur. Sa mère avait raison. Ce type est un sale pervers, un gros porc. C'est à ses seins, à ses fesses, qu'il pensait quand ils discutaient ensemble, quand elle se confiait à lui. Jade se sent trahie, trompée, pour ainsi dire violée. Soulevée par une bouffée de haine, elle attrape une bouteille de whisky et la vide rageusement sur l'appareil. Le clavier le sourit. Elle n'a plus qu'un désir, se venger. Déjà un plan macabre, implacable, prend forme dans son esprit surchauffé. 31 décembre 2020, il est 11 heures. Thomas attend l'arrivée de sa petite Jade dans le hall de l'hôpital. Il lui tarde de rentrer chez lui, de retrouver ses habitudes. La voilà. Tout content, il s'accroche à son bras et la suit jusqu'à sa Toyota. Il ne se méfie pas quand elle l'encourage à avaler tout de suite un comprimé, prétendument parce que ça fait partie de son traitement. Il s'agit en fait de zolpidem, un puissant somnifère. Le convalescent ne se méfie pas non plus quand sa belle-fille s'arrête sur le trajet pour faire une course au centre commercial. Dort-il déjà quand elle redémarre pour aller se garer dans l'allée du pavillon, à l'abri des regards indiscrets ? On ne le saura jamais. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que Jade sort alors du sac la cordelette rouge qu'elle vient d'acheter et qu'elle enroule d'un geste sec autour du cou de son beau-père. Étranglé, le souffle coupé, l'homme a-t-il un réflexe de survie, un sursaut désespéré ? En tout cas, il parvient à s'extirper de la Toyota avant de tomber mort dans l'allée. Miracle, personne n'a rien vu. Mais Jade se retrouve confrontée à un problème. Impossible de traîner le corps jusqu'à sa chambre. Pour faire croire à une mort naturelle, il est beaucoup trop lourd. Elle ne parvient pas à le bouger. En plein désarroi, elle envoie un texto à l'un de ses amis pour lui demander de venir l'aider à déplacer le cadavre de son salaud de beau-père qu'elle vient de tuer. Rien que ça. Une folie qu'elle va payer très cher. Non seulement son ami épouvanté refuse, mais il appelle les flics illico pour leur raconter toute l'histoire. Une patrouille se rend immédiatement chez Thomas. On sonne à sa porte, pas de réponse. Aucun bruit dans la maison fermée à clé. Les policiers reviennent le lendemain matin, munis cette fois d'un mandat de perquisition et font sauter la serrure. Aucune trace de présence humaine dans les lieux. Les hommes, en uniforme, s'apprêtent à repartir quand l'un d'eux a l'idée de regarder sous un amas de détritus et de vieux cartons qui encombrent l'allée. Le corps du sexagénaire y est caché, enveloppé dans 2 couvertures. Jade Jenks est interpellée dans la foulée alors qu'elle quittait son domicile au volant de sa Toyota. Elle a beau clamer son innocence, elle est mise en examen pour meurtre et incarcérée. Le procès de l'architecte, qui a choisi de plaider non coupable, s'est ouvert début décembre 2022. Devant le tribunal de Vista, en Californie, les yeux pleins de larmes, l'accusé a évoqué la découverte des photos, de ses seins sur l'écran d'ordinateur de son beau-père. Un homme à qui elle avait donné toute sa confiance pendant des années. Jade explique qu'au retour de l'hôpital, elle avait prévu de confronter Merriman aux photos, de lui lâcher ce qu'elle avait sur le cœur et de ne jamais plus le revoir. Mais il n'aurait pas cessé de boire du whisky durant tout le trajet, si bien qu'il n'était même plus en état de marcher. Alors, elle aurait étendu sur la banquette arrière,
pour le laisser cuver toute la nuit. Mais au matin, il était mort. « Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police ?» demande le juge. « J'ai paniqué, j'ai eu peur qu'on m'accuse de l'avoir tué. J'ai caché le corps sous les cartons, le temps de trouver une solution. » Une version des faits impossible. Tout accable Jade. Le texto qu'elle a envoyé à son ami pour qu'il vienne l'aider. Les vidéos du centre commercial où on la voit acheter la cordelette rouge, sans parler de l'ADN de la victime retrouvée sur cette même cordelette qui a servi à l'étrangler. Après un délibéré express, les jurés ont déclaré l'accusée coupable de meurtre au premier degré. Elle encourt 25 ans de réclusion et en l'apprenant, elle a regardé son avocat comme hébété. Visiblement, ce n'est pas ce à quoi elle s'attendait. Pourtant, même s'il avait de bonnes raisons d'en vouloir à son beau-père, rien ne l'autorisait à faire justice elle-même. La vengeance est une arme de destruction à double tranchant. Jade Jenks vient de l'apprendre à ses dépens. Cette nouvelle histoire est tout aussi terrifiante. Franz Dubois va assassiner sa femme la nuit du 15 août 2021. Mais pas que. 3 cadavres en tenue de soirée. C'est lui qui a réglé la note du restaurant, mais ils ne se sont pas quittés pour autant. Acajou, cuivre, banquette de velours rouge et lampe art déco. Le Wagon Léon, un restaurant chic de Bastogne, évoque le luxe feutré de l'Orient Express, le mythique train du siècle dernier. Les 3 convives qui viennent de commander du champagne sont d'ailleurs en tenue de soirée. Vu l'accueil empressé du patron, on devine qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. De fait, ce sont des personnalités de la province belge du Luxembourg. L'homme, Franz Dubois, un septuagénaire à l'humour truculent, est un ancien pilote de course qui a créé la VW Fun Cup, la célèbre compétition automobile réservée aux vieilles Volkswagen coccinelles. Mais des cox survitaminés, transformés en bolides qui roulent à 180 km/h sur circuit. Son épouse, Nathalie Maillet, une élégante femme blonde de 49 ans, aux cheveux courts et physique de businesswoman. Ils sont mariés depuis près de 17 ans et habitent une grande maison blanche, noyée dans la verdure, à Gouvy, non loin de la frontière luxembourgeoise. Architecte de formation, Nathalie est également une pilote chevronnée. Elle participe régulièrement aux courses de la VW Fun Cup. Depuis 3 ans, elle a abandonné son cabinet d'architecture international pour prendre la direction du prestigieux circuit de Spa-Francorchamps, le plus beau du monde, d'après les amateurs, où se déroule traditionnellement le Grand Prix de Belgique de Formule 1. Nathalie a su s'imposer dans ce monde des courses automobiles réputé plutôt macho. Et puis, voici venir le 3e personnage de la pièce, Anne Laurence, la maîtresse, mais pas celle de Franz, non, celle de sa femme. Les 2 femmes ont décidé de vivre ensemble. Âgée d'une 50aine d'années, Anne Laurence est une avocate au barreau de Namur, spécialisée dans le droit public et administratif. Elle est également professeure à la faculté de droit et des sciences politiques de Liège. Elle est à la tête d'un cabinet qui brasse des fortunes dans le domaine des marchés publics. Avec ses airs de garçon manqué et ses cheveux courts blonds, elle affiche une homosexualité sans complexe. Si Franz l'a invitée ce 14 août au soir, en même temps que sa femme, c'est pour fêter 3 anniversaires. Le sien, il aura 73 ans le lendemain, celui de son mariage, il a épousé Nathalie en août 2004, et celui d'Anne Laurence, elle a eu 53 ans la veille. De quoi justifier quelques coupes de champagne. Mais cette réunion intime est aussi l'occasion pour Franz d'officialiser leur rupture. Quelques jours plus tôt, Nathalie lui annonçait qu'elle le quittait pour vivre avec Anne Laurence. Les 2 femmes se sont rencontrées au printemps dernier lors d'un rendez-vous de travail et ont eu un véritable coup de foudre. Elles ont l'intention de partir s'installer aux États-Unis. À le voir souriant et décontracté entre son ex-femme et celle qui vient de la lui prendre, on ne peut s'empêcher de trouver le mari cocu beau joueur. En fait, il sait depuis toujours que sa femme est bisexuelle. Elle a eu plusieurs liaisons féminines depuis leur mariage, et il a pris l'habitude de fermer les yeux. Sauf que cette fois-ci, c'est plus sérieux.
Nathalie a entamé une procédure de divorce. Mais ils n'ont pas encore d'enfants et cette séparation se passe, semble-t-il, pour le mieux. Le dîner. Ils le savourent au wagon Léo. Une cuisine gastronomique se déroule dans la bonne humeur. Le patron, qui connaît bien ses 3 clients, vient s'asseoir un moment avec eux pour trinquer. Pourtant, plus le temps passe, plus les convives des tables voisines remarquent que Franz et ses 2 invités ont l'air soucieux. Personne n'entend ce qu'ils se disent, mais la conversation semble maintenant tendue. Les visages jusque-là enjoués se sont crispés. Les regards sont devenus hostiles. Vers 23h, Franck Dubois, comme excédé, se lève brusquement de la table, règle l'addition et quitte l'établissement sans un mot pour ses 2 compagnes. Il monte dans sa voiture et prend la route de Gouvy. La petite ville est à une 30aine de kilomètres. Nathalie et Anne-Laurence ne paraissent pas s'en formaliser. Elles terminent tranquillement leur verre et partent à leur tour dans la même direction. Sans doute Nathalie a-t-elle quelques derniers problèmes à régler avec son mari, quelques affaires à prendre avant de couper les ponts. 23h45, rue d'Oufalise, à la sortie de Gouvy, la plupart des maisons sont plongées dans l'obscurité. Un riverain qui vient à peine de se coucher entend soudain un bruit bizarre, métallique, comme provoqué par un coup de barre de fer. Ensuite, plus rien. Mais l'homme n'a pas le temps de s'endormir que les lumières de gyrophares déchirent la nuit et se rapprochent à vive allure. Quelques secondes plus tard, plusieurs véhicules de police s'engagent dans l'allée bordée de tuyas qui mène à la maison de Franz Dubois et de Nathalie Maillet et investissent bruyamment les lieux. À l'intérieur, les enquêteurs consternés se trouvent face à un spectacle effroyable. Nathalie Maillet, en robe du soir, gise sur le sol du salon, une balle dans le crâne. Près d'elle, Anne-Laurence, elle aussi, en tenue de soirée, ne bouge plus, la tête baignant dans une mare de sang. Enfin, à quelques mètres, Franz Dubois, allongé sur un tapis de haute laine, tient encore à la main le pistolet avec lequel il vient de se suicider. Tous les 3 sont morts sur le coup, tués à bout portant, aucune lettre n'étant vue sur le meuble de la pièce. Le mari abandonné n'a pas jugé utile de laisser un mot pour expliquer son geste. C'est lui toutefois qui a appelé le commissariat un quart d'heure plus tôt. « J'ai tué Nathalie et Anne et je vais mettre fin à mes jours », a-t-il simplement dit. Et de tenir parole. Le pistolet qui a servi au carnage est une arme que Franz Dubois avait achetée en toute légalité, 4 ans plus tôt, après avoir été victime d'un homejacking particulièrement violent. À Gouvy, à Spa-Francorchamps, dans le milieu des courses automobiles, l'annonce du drame a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le ciel sans nuages. Pour ceux qui connaissaient Franz Dubois, son humour, sa bonne humeur légendaire et son amour de la vie, ces 2 assassinats suivis de son suicide sont incompréhensibles. Jean-Marc Durvieux, le frère d'Anne-Laurence, avoue que lui non plus n'a rien vu venir. La procédure de divorce avait été lancée, a-t-il déclaré, et Franz semblait admettre le départ de sa femme. Il lui avait même dit qu'Anne-Laurence était quelqu'un d'exceptionnel. Dans l'attente des résultats de l'enquête, on en est réduit aux hypothèses. Pour certains familiers du couple, Franz Dubois se serait braqué à propos du partage des biens, estimant que Nathalie était trop gourmande. Cela expliquerait les tensions observées au restaurant Wagon Léon à la fin du repas, puis le départ précipité du mari. Pour d'autres, cette invitation à dîner n'aurait été qu'un piège machiavélique, minutieusement tendu par Franz pour se venger de la trahison de sa femme. Mais cela concorde peu avec ce que l'on sait de son caractère. En Belgique, on se souvient aussi de l'interview qu'Anne-Laurence avait accordée à un journaliste il y a 3 ans, alors qu'elle briguait le poste de rectrice de l'université de Liège. Et à la question « Pourquoi donneriez-vous votre vie ?», elle avait répondu après une brève hésitation « Sans doute pour la personne que j'aime ». Puis, elle avait aussitôt ajouté « Mais je n'envisage pas de mourir tout de suite ». Franz Dubois, hélas, en a décidé autrement. Les faits se sont déroulés le 13 juillet 2021 en Grèce. Un voyage en amoureux avec une fin tragique pour Gary Falia. Jeté à la mer par son petit ami,
Ce sont leurs premières vacances en amoureux, et les dernières. Ils ont prévu de sillonner l'île en bivouaquant sous la tente, au hasard de leurs envies. Les rudes falaises ocre plongent dans les eaux translucides de la baie. Là-haut, sur les collines, un chapelet de maisonnettes blanches se dessine sur le ciel l'azur. À peine descendus du bateau, les deux jeunes gens s'immobilisent frappés par la beauté des lieux, avec ses plages de rêve et sa nature sauvage, préservée du tourisme de masse. Folegandros est l'un des secrets les mieux gardés des Cyclades, en Grèce. Le genre d'endroit où tous les jeunes mariés du monde rêveraient de passer leur lune de miel. Garifalia et Dimitri, qui se fréquentent depuis moins d'1 an, n'en sont pas là. Entre la jolie blonde et son copain, l'ambiance est plus fraîche ces derniers temps. Garifalia a beau être une jeune femme sage, très absorbée par ses études de pharmacie, le côté taciturne de Dimitri commence à lui peser. Sans parler de sa jalousie maladive, qui devient de plus en plus pénible. Comme elle l'a dit à une amie, elle commence même à se demander si le petit génie de l'informatique, il est programmateur, n'aurait pas installé un mouchard sur son portable, histoire de la surveiller. Mais ce matin du 13 juillet, quand elle découvre le paradis terrestre de Folegandros, Garifalia a envie de tout oublier, de tout pardonner. À 26 ans, c'est la première fois qu'elle part en vacances sans ses parents. Venue d'Athènes, en ferry, avec la petite Ford Fiesta noire de Dimitri, ils ont prévu de sillonner l'île en bivouaquant sous la tente, au hasard de leurs envies. Sur le papier, le programme semble idéal pour raviver leurs ardeurs. Mais hélas, Folegandros et ses beautés n'y suffiront pas. 3 jours après leur arrivée, alors qu'ils s'installent à la terrasse d'un café de village, dans le nord de l'île, les deux tourtereaux ont l'air très distants. Si Garifalia, comme à son habitude, se montre aimable et souriante avec le serveur, Dimitri semble d'une humeur massacrante. Après une pause café durant laquelle ils n'échangent pas un mot, les voilà qui repartent en direction de la plage de Ligaria, le long d'une petite route à flanc de falaises vertigineuses. Il est alors 12h30, ce vendredi 16 juillet. La Ford Fiesta s'engage sur l'étroite chaussée sinueuse. Dimitri est au volant. Garifalia, les yeux rivés sur Google Maps, office comme copilote. Et vu la tension qui règne entre eux, les promesses de rabibochage semblent lointaines. Leur voyage romantique est d'ores et déjà un fiasco. Il va d'ailleurs tourner à la tragédie. 4 heures plus tard, à 16h30, tandis que 2 heureux vacanciers batifolent dans les eaux de la baie, une forme oblongue attire leur attention. Ballottée dans les vagues, la forme est en réalité une jeune femme. Elle dérive sur le ventre, tout habillée, le visage dans l'eau, bras et jambes inertes. Tandis qu'on appelle en hâte les secours, l'un des touristes médecins s'approche de la femme à la nage. Il la retourne sur le dos, tâte son pouls. Rien. Mais le corps n'est ni froid ni rigide. Il reste peut-être une chance de la sauver. Les gardes-côtes arrivent sur la place quelques minutes plus tard, aux commandes d'un puissant hors-bord. 3 d'entre eux se jettent à l'eau, et puisque chaque seconde compte, ils ne prennent même pas la peine de ramener la jeune femme à bord. Ils la hissent sur un rocher et improvisent sur place une séance de réanimation, sous le regard anxieux des estivants. Mais les minutes s'écoulent, et le cœur de la jeune femme refuse de repartir. Les secours sont arrivés trop tard. Une noyade ? Mais depuis quand les baigneuses nagent-elles habillées et présentent-elles des blessures à la tête ? Très vite, on se dit que la jeune femme est certainement tombée de la falaise toute proche, qui culmine 30 mètres au-dessus de la mer. Une telle chute expliquerait ses blessures. Accident, suicide ? À peine rentrés au port de Karavostaki, les gardes-côtes préviennent la police. Une patrouille part inspecter le chemin de Crète. Première trouvaille, un sac à dos abandonné avec à l'intérieur des papiers au nom d'un certain Dimitri Vergos, 31 ans. Puis, dans le maquis voisin, les policiers découvrent une voiture, une Ford Fiesta, immatriculée à Athènes, accidentée. Le coffre est grand ouvert, une vitre est brisée, et le siège passager taché de sang. Le propriétaire de la Ford est rapidement identifié. C'est le fameux Dimitri.
Quelques coups de fil permettent de réunir les pièces du puzzle. Le jeune homme est arrivé 3 jours plus tôt, en compagnie de sa petite amie, dont la description correspond à la noyée. Ont-ils tous les deux sauté de la falaise? Une sorte de suicide amoureux, façon Roméo et Juliette? Mais dans ce cas, où est le corps du garçon? En fin de journée, des plongeurs sondent les fonds de la baie, sans résultat. À la nuit tombée, des témoignages commencent à affluer au poste de police. Un berger affirme avoir vu un homme, seul, arpenter le sentier de la falaise. Puis, à 22h55, un couple signale qu'un individu a tenté de s'introduire par effraction dans une maison du nord de l'île. Il était seulement vêtu d'un maillot de bain. Il boitait et semblait blessé. Son dos était constellé de griffures. Hélas, quand les policiers arrivent à l'adresse indiquée, l'homme s'est volatilisé. Il faudra attendre le lendemain matin pour qu'un nouveau coup de téléphone relance la traque. Cette fois, quelqu'un affirme avoir vu l'homme sur les rochers, à Ligaria, où la noyée a été découverte la veille. Le tueur serait-il revenu sur les lieux de son crime? Les policiers foncent sur les lieux et tombent sur une scène improbable. Dimitri Vergos est assis au milieu des rochers, hagard, la peau brûlée par le soleil. À leur approche, ils se lèvent, hurlent, leur jettent des pierres et menacent de se suicider. « Je ne voulais pas faire ça !» crie-t-il. « C'était un moment de folie !» Il faudra plus d'1 heure et des experts en négociation, arrivés en catastrophe, pour convaincre le forcené de se rendre. Placé en garde à vue, Vergos est dans un tel état d'agitation que les enquêteurs choisissent de jouer la carte des flics sympas. Ils commencent par l'interroger en douceur sur les jours qui ont précédé le drame. Puis, apaisé, le suspect leur raconte les baignades, les nuits en bivouac et les quelques tensions avec Gary Fallia, liées selon lui au stress accumulé durant le confinement. Le vendredi, on a pris un café. On est allé se baigner, poursuit-il. Mais en repartant ensuite, en voiture, après environ 200 mètres, c'est là que l'accident a eu lieu. Un accident? De plus en plus confus, Dimitri livre un récit tout aussi boiteux que lui. Chargé d'indiquer l'itinéraire, Gary Fallia se serait trompé de route. La Ford Fiesta s'engage alors sur un mauvais chemin et doit faire demi-tour. Dans l'habitacle, une dispute éclate, s'envenime. Excédé, Dimitri tire sur le frein à main, un peu trop près de la falaise, dérape, sortie de route. La Ford Fiesta s'arrête dans le maquis, juste au bord de l'abîme, mais l'affrontement, lui, se poursuit. Gary Fallia sort de la voiture, Dimitri la suit, et c'est là que, dans un excès de colère, il la pousse dans le vide. Il aura beau ensuite descendre à toute vitesse, c'est un cadavre inerte qu'il retrouve dans l'eau. Gary Fallia ne respire plus. Après avoir tenté de la réanimer, pris de panique, il l'abandonne et s'enfuit. Fin de l'histoire. Ou pas. Une fois ces confessions enregistrées, les enquêteurs font mine d'en avoir terminé. Puis, ils laissent Dimitri mariner quelques heures en cellule et reprennent l'interrogatoire. Mais cette fois-ci, les conclusions de l'autopsie sont posées sur la table. Que s'est-il passé exactement ? Demande un des policiers sur un ton beaucoup moins amical. Je ne me souviens que d'une dispute très violente. L'avez-vous frappé ? Non. De quoi vous souvenez-vous ? Je l'ai poussé, c'est tout. C'est tout ? Le flic se lance alors dans de longues énumérations de blessures relevées sur le corps de la victime. Gary Fallia présentait des contusions au niveau de la pommette et de l'œil droit, des écorchures sur le flanc, dans le dos, ainsi qu'une grave blessure à la tête due à un coup porté avec un objet contondant, probablement une pierre retrouvée dans la voiture. Les coups ont été si violents qu'elle avait déjà perdu connaissance lorsque son assassin l'a traînée jusqu'au bord du précipice. En témoignent les éraflures sur ses cuisses, sur ses reins. Et ce n'est pas tout. Non seulement Vergos l'a tabassée avant de la rejeter dans le vide, mais il l'a également laissée agoniser après sa chute, car d'après le légiste, Gary Fallia n'est pas morte en s'écrasant sur les rochers, mais bel et bien noyée. Poussé dans ses retranchements, Dimitri Vergos finira par sortir
de ses gonds et montre soudain son vrai visage, celui d'un homme frustré qui ne supportait plus les moqueries de sa compagne. Dans la voiture, elle faisait exprès de m'indiquer les mauvaises directions, et après, elle se foutait de moi. C'était tout le temps comme ça avec elle. Elle se payait systématiquement ma tête, devant tout le monde, même devant nos amis. Les obsèques de Garifalia ont été célébrées le 27 juillet, à Vélo, sa ville natale. Des centaines de personnes habillées de blanc étaient rassemblées devant la petite église Saint-Georges. Au même moment, Dimitri tentait de se pendre dans sa cellule avec ses draps. Mais ça aussi, il l'a raté. Sans doute, Garifalia se serait-elle foutue de lui, minable jusqu'au bout. Il ne l'aurait pas volé.